la nuit du 30 mai, il faut dire adieu à ce mois finissant, comme il faut dire adieu à beaucoup de choses. Donc, en permanence, on a des adieux à faire. Évidemment, adieu, on confie la personne perdue à Dieu. Elle est à Dieu et Dieu la ramène à lui, comme on dit dans la formule consacrée musulmane. Et c'est une réalité quelque part. Ça rejoint une réalité physique, concrète. Le néant, si l'on peut nommer quelque chose comme ça, le néant peut réclamer ce qui lui appartient. On peut dire aussi que la terre, comme on dit classiquement, la terre-mère réclame ce qu'elle a accordé d'une certaine façon en location, en usufruit jusqu'à, mais limité. L'usufruit de sa propre vie est quelque chose de d'assez d'assez circonscrit dans le temps. Ce n'est pas l'infini, ce n'est pas l'éternité, c'est un temps défini et voilà. Donc le contrat arrive à échéance, donc voilà. Le propriétaire réclame ce qui lui appartient. Et nous appartenons à la terre et nous appartenons à des tas de choses. Alors, évidemment, appartenons à Dieu, à la terre, à l'air, hein, au sol, à la mer, je ne sais pas. On peut appartenir à des choses que l'on peut nommer comme à des choses que l'on ne peut pas nommer par défaut de connaissances, simplement. Il y a des choses pour lesquelles on n'a même pas la préscience. L'idée de l'existence, comment dire, on n'a même pas la capacité de supposer, de faire des hypothèses, tellement nous en sommes incapables. Voici donc ces conversations de la nuit avec mon alter ego, évidemment toujours disponible, mais auquel je ne fais pas toujours appel. Voilà donc, bienvenue à toi. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Rassure-toi, c'est une invitation. Tu pouvais refuser. Ce n'est point une convocation. Et je vois que tu as ramené quelqu'un avec toi. C'est qui? Ah, c'est quelqu'un qui s'initie à ce type d'échange. Voilà. Il va rien dire, il va juste regarder, il va pas intervenir, sauf si on le lui demande. Et on verra. Donc c'est une situation à 2 personnes plus une. Voilà, on commence par quoi? Si on doit faire un tour d'horizon, alors là on risque de faire dans dans le convenu quelque part. Faut-il parler d'une chose et par, comment dire, par voie de conséquence, et laisser passer une autre, puisqu'on n'a pas la possibilité physique de parler de tout, de tout ce que nous voyons, nous entendons, nous apprenons. Donc on fait un choix, on fait une sélection.
Et donc c'est une sélection qui n'est pas toujours très basée sur des critères très, comment dire, très clairs. Pourquoi telle chose? Pourquoi pas une autre? Qu'est-ce qui est de plus important dans cette information, dans cette situation qui n'est pas dans l'autre, qu'on va, qu'on va laisser sous, qu'on va laisser sans, sans y faire allusion. Donc, une chose importante, ça reste toujours important, même si en même temps c'est paradoxal, d'une importance capitale et d'une importance, comment dire, basique, une importance qui, comment peut-on déterminer l'importance d'un être humain pour la collectivité entière des humains? Est-ce qu'un être humain a plus d'importance pour, je ne sais pas quoi, pour l'évolution? On imagine qu'une bactérie, même si nous sommes composés principalement de bactéries, donc quelque part, on doit, notre, notre composition peut être, je sais pas, un dixième, un huitième, un cinquième, et c'est des bactéries, donc en masse. La masse des bactéries peut avoisiner, peut être d'une certaine taille. Vous suivez, on suit malgré nous, on te suit, on t'écoute. Vas-y, accouche, sois plus, va, va à ce que tu veux dire, reste pas un peu à tourner autour. D'accord, je me lance. En fait, je voulais parler de ça en même temps, réduire l'importance de la chose, la considérer comme faisant, comme un élément dans un tableau qui en contient une quantité infinie. Alors la vie d'un être, pas plus importante que la vie d'une bactérie, ou la vie d'un virus, ou la vie d'un être microscopique, qui soit animal ou qui soit végétal. Oui, mais en tout cas, restons dans l'humain, dans ce qui est notre dimension. Voilà une femme, il s'agit d'une femme, comme ça s'est produit il y a déjà quelques années, sous cette influence néfaste, je dirais, l'exemple qui est devenu un exemple universel, non pas celui des moines bouddhistes vietnamiens ou des Palar ou Palache, je ne sais pas comment on dit, Palar on va dire. Non, il s'agit d'une influence, l'influence de ce qui s'est passé il y a 10 ans maintenant, cette l'immolation par le feu. Et donc, il y a eu une personne qui s'est immolée dans son jardin. En général, on imagine, on a vu les moines être un peu dans une forme de comme s'ils méditaient. On imagine quelqu'un qui s'est versé d'une matière inflammable sur lui-même et qui a mis le feu, on imagine, courant, pris par la douleur, essayant d'échapper aux flammes malgré tout. Alors c'est un réflexe, un ultime réflexe normal, biologique normal. Alors quelqu'un qu'on trouve totalement carbonisé dans une position assise, quelqu'un qui n'aura pas bougé, qu'en fait a laissé les flammes le consumer sans chercher à aller se plonger dans je sais pas, aller se sauver d'une manière ou d'une autre. Donc une personne s'était suicidée comme ça dans son jardin. Personne l'a vu, donc elle s'est pas mise, comment dire, elle n'a pas rendu la chose publique, et on l'a trouvée. Et avec le temps, j'ai eu du mal
accélère un peu, allez, accélère, accouche, vraiment. J'ai eu du mal à, à me rendre compte, et j'ai commencé à ne plus croire tellement dans cette histoire, parce elle me paraissait un peu impossible. Et puis il y a eu cet Irakien, je pense, réfugié irakien, qui est venu s'immoler dans une rue, tout ce qui est de plus mort, une rue morte. Je crois la rue des Potiers à Toulouse, c'est une rue qu'on traverse. Il ne s'y passe rien. Je crois que c'est la rue des Potiers, à part qu'il y a un théâtre, mais un théâtre, il y a des choses qui se passent à l'intérieur du théâtre, mais pas à l'extérieur. La rue, elle est peu fréquentée, il ne se passe rien. Donc quelqu'un qui, là aussi, d'une certaine façon, est venu mourir euh, dans une forme de, euh, en, dans l'absence de tout public. Et alors une femme fait ça avec sa voiture. On a dit d'elle qu'elle était dépressive. Donc, elle est allée quelque part avec sa voiture. Elle a garé sa voiture, elle est descendue. Et puis, elle s'est immolée. Et vous, quelque part, sa démarche, moi, elle me dépasse. T'es encore une fois parti, là, je t'arrête, je t'arrête. Je t'arrête tout simplement, tout net. Ce discours-là, un peu convenu, là aussi, sur la vie, machin et tout, on l'a déjà entendu. Je suis un peu, quand même, un peu déstabilisé par cette histoire. Parce que moi, j'ai pas, je dirais, voilà, comme réponse, je dirais que j'ai pas le courage de le faire. Donc, j'aurais jamais le courage d'aller m'asperger de matière inflammable. Et puis, non. Moi, mon suicide, je l'envisageais calmement, en prenant des comprimés. J'ai pas envie d'aller me jeter de quelque part. Mais depuis, évidemment, quand on imagine que la fin est la même, que l'on va soit être incinéré, soit on va se décomposer si on est inhumé. Donc là, qu'on se décompose aujourd'hui, qu'on se décompose demain, ça change rien fondamentalement. Il y a juste peut-être que la situation qui est la nôtre va connaître une forme d'évolution de plus en plus insupportable. Les choses, la vie peut nous sembler devenir quelque chose d'invivable. La vie invivable. La capacité de supporter. Là, tu es en train de, encore une fois, une interruption, une mise au point. Tu es en train de, quelque part, de contextualiser ou d'essayer de comprendre, d'analyser, de comprendre, de te mettre un peu à la place. Ben, j'essaie, ce n'est pas une décision que l'on prend comme ça, c'est pas comme toutes les décisions un peu irréfléchies, là il s'agit quand même de se, de se projeter. On pense au suicide et on pense à la manière, et puis après on va s'approvisionner, acheter ce qu'il faut. Et puis arrive le jour qu'on aura décidé à l'avance, ou je sais pas, et puis à aucun moment, on va revenir sur sa décision. C'est ça qui m'interpelle dans cette histoire. Ah, t'aurais voulu qu'elle renonce. Oui, d'une certaine façon. Je trouve que, comme on dit, rien ne vaut la vie, quelque part. Mais en même temps, j'ai pas de solution à lui proposer. Alors pourquoi tu essaies?
Elle a fait son choix, elle a fait du mal à personne, elle a fait de mal à personne, certains pourraient dire, comment dire, un poids de moins sur la terre, un être de moins que la terre n'aura pas à supporter, avec toutes les conséquences, comment dire, en, en CO2, en divers polluants, divers déchets, etc. Là, elle ne pourra plus contribuer d'une façon ou d'une autre à nourrir le cycle, si l'on peut appeler ça ainsi, le cycle du plastique, ou le cycle de la production agroalimentaire, industrielle et tout ça. Quelque part, peut-être qu'elle aura été de son vivant localiste, même peut-être qu'elle s'approvisionnait euh, auprès des AMAP. Peut-être c'était quelqu'un de vertueux, mais enfin, qui essayait de l'être, selon les critères de maintenant. Et voilà où maintenant on met la vertu. Ah, on t'arrête là. Tu es en train de contester un peu l'éthique et les choix moraux de certains de maintenant. Tout choix moral est contestable. C'est même comment dire, ça fait partie de comment dire, sa constitution. Il n'y a pas un jugement moral parfait, pérenne. On passe. Les sociétés, comme les personnes, passent d'une éthique morale, d'une vision à une autre. Ce qui peut être à un moment considéré comme très exemplaire, quelque temps après, devenir une chose proscrite, une chose vue avec avec horreur. Comment on a pu faire? Comment on a pu penser? Comment on a pu agir? Oui, il y a une révision de l'éthique personnelle comme de l'éthique des sociétés. Comment comment j'ai pu penser, agir, participer, comprendre, accompagner certains choix politiques, philosophiques. Aujourd'hui, je me retrouve totalement en, en rupture avec que ce à quoi j'étais très attaché à une époque. Tu veux parler d'un changement de paradigme? Oui, c'est le cas de le dire. Il y a... Alors, tu penses quoi? Tu, tu peux intervenir si tu veux. Toi, le troisième personnage, hein. Tu peux parler des... Quels sont tes paradigmes? Bah, quelque part, je conçois un peu les choses. J'ai pas de paradigme fixe. J'évolue au jour le jour. Je réagis après coup, je m'adapte. Je suis pas... J'essaie d'anticiper, mais pas trop. J'essaie de pas avoir d'idées préconçues. Mais tu es jeune, tu devrais être beaucoup plus tranché. Non, non. J'ai pas d'idées faites à l'avance. Ouh là, j'apprécie. T'es un peu trop sage pour ton âge.
Ça se trouve, oui, je suis un peu prudent. D'ailleurs, mais est-ce que j'ai raison? A priori, tu as tout à fait raison. Ah, c'est le deuxième personnage qui parle. Tout à fait raison. La certitude, la conviction n'est pas de ce monde. Il n'y a pas de conviction qui puisse finalement, conviction qui puisse, que nous puissions finalement garder ou maintenir en place. C'est vrai, quand on a foi en quelque chose, ben, a priori, on semble avoir comme ça une foi un peu totale, un peu absolue, mais ça, ce sont les apparences. Derrière les apparences, il y a énormément de choses, énormément de béance, justement. Je crois en Dieu, mais il y a un petit quelque chose qui me dit, mais ça, je le dis à personne. Extérieurement, je suis croyant modèle, je suis croyant lambda, mais, mais j'ai des doutes. Est-il raisonnable d'avoir des doutes quant à s'agissant de Dieu, de ses œuvres, de ce qu'il fait, ce qu'il n'a pas fait, de ce qu'il dit, de ce qu'il ne dit pas, de ce qu'il nous impose, de ce qu'il nous... C'est vrai que, comme de partout, un Père, un Dieu le Père, ça doit pouvoir finalement être parfait, exemplaire. D'accord, Dieu nous a donné certaines choses. Quand même, on peut... Il y a des choses. Ben, quoi par exemple? Ben, l'oxygène. C'est disponible partout, sans effort, rien. Il suffit, on s'oxygène gratuitement. C'est bien grâce à Dieu. C'est pas grâce à nous, c'est pas grâce à notre travail, à notre labeur. C'est on respire. Quand on trouve de l'eau et que l'eau, on trouve souvent de l'eau. Mais la fonction de l'eau, c'est une chose, comment dire, l'eau nous fait beaucoup de bien. Mais finalement, peut-être Dieu nous a créés un peu imparfaits, mais il nous a permis, comment dire, nécessiteux, mais il nous a permis d'avoir de quoi répondre, de quoi parer à notre état nécessiteux. Nous ne pouvons pas vivre sans... Nous avons besoin de boire, mais nous trouvons de l'eau. Est-ce qu'il n'aurait pas été peut-être plus judicieux, moins compliqué, de ne pas créer de l'eau et de ne pas nous donner, le besoin de boire? C'est quand même compliqué. De l'eau, puis il faut la trouver potable, bonne, gustativement parlant, oui. Alors, tu es toujours avec nous, troisième personnage, ou tu as commencé à lâcher? Ben, c'est ma première fois dans cette situation. Alors, j'écoute, je m'instruis, je regarde, je suis un peu au spectacle aussi. Ah, pour toi, nous sommes des, comment dire, nous donnons un spectacle. Ben, c'est pas vrai. Si, c'est vrai, non? Sinon, c'est une mise en scène, tout ça.
Ce n'est pas la réalité. C'est une transposition de la réalité. D'accord. Donc je peux transposer autant que je veux. Oui, transpose, transpose, mon cher transposeur. Oui, tellement de choses à dire et quelquefois les mots semblent nous fuir. Alors j'avais envie, avant de parler de cette histoire, qu'arrive cette information, cette terrible information, j'avais pensé à une façon de tourner les choses et c'était les mots de la fin, présenter les choses ainsi, la fin, les mots de la fin des mots. C'est toujours un peu compliqué on a envie de réussir sa sortie. Quand on n'a pas réussi sa vie, on a envie de réussir sa sortie. C'est quoi la sortie? Ben, c'est-à-dire sa mort, quoi. La chose qu'on va laisser derrière soi, son testament. Ah, laisse-moi parler de testament. Si j'avais les moyens, je rédigerais un testament qui ferait date. Ouais, genre de testament. Je sais pas. Qu'est-ce que je pourrais faire quand je serai mort? Donc, testament sur ce que je voudrais faire quand je serai mort. Donc, il y a quelqu'un qui a dit j'irai pisser sur vos tombes. D'accord, mais il a dit ça, il pouvait le faire. Et on peut le faire à condition d'être vivant, mais mort. Tu ne peux pas dire à quelqu'un j'irai coucher avec ta femme, une fois mort, j'irai coucher avec ta femme morte. Je vais te coquifier quand je serai mort. Ça a moins de portée, on y croit moins. Mais c'est drôle, la personne qui disait j'irai pisser sur vos tombes, elle n'a pas vécu longtemps, tiens. Comme quoi, avec la mort et avec les morts, faut un peu, faut rester sur ses gardes, hein. Il faut pas s'amuser avec ça. Ça peut se retourner facilement contre celui qui s'amuse, qui fait semblant de s'amuser peut-être, qui provoque. J'irai pisser sur vos tombes, ça veut dire quoi? Ouais, je pourrais dire, tiens, un testament. Est-ce que quelqu'un a un message particulier à faire passer? Je prends tous vos messages, puis je vais les distribuer aux morts que je vais, chaque mort que je vais rencontrer, si jamais, je vais faire la tournée des courriers. Tu vois, c'est pas évident d'envisager un testament. J'ai pas connu le plaisir, ou j'ai pas eu droit à mon quota de plaisir. Je savais pas qu'il y avait un quota de plaisir. Ben si, moi, je trouve que j'ai été frustré. Et alors, tu veux dire quoi? Si tu dis, tu réclames, comment dire, tu réclames quelque chose, le respect comment on va dire ça? Et après, qu'est-ce qu'on pourra faire pour toi? D'accord, quelqu'un te dit, t'as raison, mais t'es mort. Même si on mettait devant toi des milliers de femmes, tu pourrais pas.
en jouir. T'es mort. Déjà quand t'étais vivant, vieux et impuissant, t'aurais été incapable d'honorer qui que ce soit, donc. Et d'autres ont dit des choses qui ont marqué leur temps, notamment celui supposé avoir dit: Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, il l'a dit, il l'a pas dit. De toute façon, on a dû lui faire dire beaucoup de choses au Fils de Dieu. À l'époque, je sais même pas. C'est même pas sûr qu'il disait qu'il était le Fils de Dieu. Donc, et que donc, jamais il aurait dit Dieu le Père. Jamais il aurait dit pourquoi tu m'as abandonné, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? À un moment donné, ce n'est pas le père ni la mère, c'est nous-mêmes qui faisons nos choix. Et ce sont les conséquences de nos choix que nous devons assumer. Si je pratique la prophétie, que finalement j'embrasse une carrière de prophète, si je suis mis à mort parce que je provoque du désordre que je risque d'amener, de provoquer une forme de guerre civile, ben, c'est à moi d'assumer, non pas. Je vais pas jeter la responsabilité sur un père ou sur une mère ou sur le père biologique ou sur le père symbolique. Non, personne n'a rien à voir dans cette histoire. C'est moi, en grande partie, c'est moi. C'est aussi mon environnement, on va dire. C'est c'est ma culture, voilà, qui m'a conduit à choisir un peu parmi les possibilités qu'il y avait, les possibilités de carrière, ben, il y avait celle de prophète. Mais très rapidement, j'ai su que c'était une profession très risquée, dans laquelle on ne pouvait pas, euh, comment dire, qu'on ne pouvait pas exercer longtemps. Tu vois, quelque part, on se rejoint sur cette histoire. On a tous les deux cette idée ou ce désir de prophétie ou d'être prophète d'une façon ou d'une autre. Mais c'est une manière d'attirer l'attention sur soi-même, sur soi, quelque part. On se sent un peu abandonné. Alors, moyen, mais quel, quel discours, quel appel prophétique, quel message, comment, j'ai pas eu de formation, moi, dans cette discipline-là. D'ailleurs, il n'y a pas de formation, ou alors, moi, je l'ai pas, je l'ai raté, quoi. J'ai raté tellement de choses. Ouais, c'est un peu compliqué. Alors, ça se mélange dans ma tête, ça se mélange dans ma bouche et dans mes voix. Alors, je sais pas. Je parle, mais je sais pas si c'est moi qui parle, ou si c'est toi, ou si notre invité, tous ces personnages ne font qu'un, finalement. Aujourd'hui, j'ai fait une sorte d'excroissance, voilà. J'ai produit un troisième exemplaire de moi-même que j'essaye de faire différent. Il ne s'agit pas de produire du clone. Il s'agit de, voilà un personnage
qui est en même temps moi, mais qui n'est pas tout à fait moi. Allez, petit égaré, petit présomptueux, voilà ce que j'aimerais qu'elle me dise. Mais tu te prends pour qui? T'as pas la carrure. T'as pas la carrure pour être un prophète. T'as pas la carrure, t'as pas le don. D'accord? Je lui dirais oui. J'ai peut-être pas la carrure, j'ai peut-être pas le don, mais j'ai quand même quelque chose à moi. Alors si tu as quelque chose, il va falloir que tu en fasses la démonstration. J'ai appris à faire commerce avec les mots. Oh là, ce que tu aurais jamais dû dire. Mais tu te prends pour un maître des mots. Là, vraiment, quand je dis présomptueux, j'avais pas tort. T'es un vantard. T'es quelqu'un qui sait pas faire dans la mesure. Non, les mots, comme tout le monde. Tu fais commerce avec les mots, comme tout le monde. D'accord, d'accord, d'accord. Je vais faire montre de beaucoup de prudence dans mes propos. T'as intérêt. Mais de quoi on va parler? On va parler de rien. Comment supporter un moment comme ça? On n'a rien à se dire, alors qu'on est ensemble, mais on n'a rien à se dire. Là, ça n'a pas d'importance qu'on n'ait rien à nous dire. Quelquefois, les mots sont là pour faire barrage peut-être à un sentiment de vide, pour faire écran. Autrement, le sentiment de vide, il ne disparaît pas. Tu es vide de l'intérieur, tu as plein de vide dans ta tête, tu as plein de vide dans ton corps. Tu es principalement constitué de vide. Hein. Tu vois, si on regarde bien, on va voir. On va on va pouvoir les visualiser, les trous, les vides, les trous noirs. Ah, ouais. Ah, ça, j'aime bien cette idée, trou noir. C'est marrant parce que le trou noir, on peut jouer avec de plein de façons. Un trou noir dont on peut pas, dont on peut extraire aucune information. C'est une autre réalité, une autre physique, une autre dimension. Voici donc le trou noir, finalement, le trou noir des événements qui n'ont pas eu lieu. Simplement, c'est plus important ce qui n'a pas eu lieu que ce qui a eu lieu et qu'on passe notre temps. Oh, tu t'emballes, tu t'emballes. Tu sembles tomber sur un bon filon. Oui, on passe notre temps à regretter. Et d'ailleurs, ça donne envie d'essayer de combler ce vide-là et par quelque chose d'imaginaire, un journal de vie, un recueil de vie, et de récits de vie imaginaires. Et seulement notre imagination repose
sur ce qu'on a vécu. On n'arrivera jamais à se détacher de ce qu'on a vécu. Alors qu'en fait, il faudrait, je sais pas, une odeur corporelle qu'on n'a jamais connue. On pourra parler, on pourra identifier les odeurs corporelles qu'on a connues. Une certaine qualité de sourire, une certaine qualité de l'être. Être en, en proximité avec vous, une certaine qualité de la communication qu'on n'a jamais connue. Comment peut-on en parler? Parce que finalement, on n'a rien qui y correspond. C'est vrai que les êtres humains sont un peu semblables et quelque part, on peut prendre des éléments d'ici, un peu, et pour constituer un portrait robot, et passe-partout, quelque part, qui pourrait finalement faire penser à beaucoup de gens. Voilà, les gens dans tel endroit ont telle manière de voir relation entre eux, telle manière d'envisager le présent, le passé, etc. Telle manière de parler du temps qui passe. Et alors, ça ne sera jamais, d'ailleurs, c'est soutenu par la langue. Ils ne dépassent jamais le cadre de leur langue habituelle, de leur langue courante. Il faudrait inventer une autre langue, déjà, le minimum. Après, donc, pour revenir sur cette histoire de choses qu'on n'a pas vécues. Comme cette histoire physique qui veut que l'on ne peut pas éjaculer et pisser en même temps. Donc le canal de l'urètre, si je me souviens bien, ne peut vivre une chose. Côtoyer une personne empêche automatiquement d'avoir accès à une autre. C'est une donnée physique. C'est impossible. Donc les gens qu'on a connus nous ont empêchés de connaître d'autres gens. Mais est-ce que cela aurait été différent dans le fond? Oui, je pense que oui. Parce que fondamentalement, on est le fruit des gens que l'on a rencontrés. Parce que c'est les gens. C'est les bonnes et les mauvaises rencontres. On est issu de cela. Alors cette capacité que l'on a de s'adapter et de réagir en fonction des gens, des situations qui sont les nôtres. Donc, si on est avec quelqu'un qui est un bon accompagnateur, qui est un bon sparring partner, adapté à notre niveau, à notre plan de carrière, etc., on va commencer par, on va pouvoir s'entraîner comme il faut. Si on est avec le mauvais sparring partner, bah peut-être qu'à un moment donné, on va croire qu'on est très fort, parce qu'on est avec quelqu'un de beaucoup moins fort que soi. Non, il faut avoir le bon sparring partner qui vous secoue un peu, qui vous fait douter, mais qui au final vous permet d'acquérir plus de force,
plus d'un, plus de réactivité, plus de mobilité. Oui, plus. Avec les êtres humains, voilà, il y a, comme aujourd'hui avec l'univers informatique, on peut entrer en contact avec quelqu'un, puis finalement, très peu de temps après, interrompre le contact. On peut interrompre le contact à n'importe quel moment. Alors qu'avec les gens physiques, en réalité, comme il y a plusieurs dimensions présentes, ben on continue d'essayer, on a besoin. Si on rencontre ces gens dans son environnement quotidien, si quelque part, ben, on peut passer les voir facilement, leur rendre visite, etc. On va quand même continuer de les fréquenter. Alors qu'enfin, à la fin, en fin de compte, on va regretter cette fréquentation. Parce qu'on s'y sera investi. Et cet investissement est vraiment n'offre pas de retour, de, n'offre pas d'intéressement, n'offre pas de perspective. C'est marrant comme j'ai été dérangé par le bruit de la voiture. C'est quand même assez particulier de voir qu'il y a des gens, qui sont capables de s'émanciper d'une loi, de, de, d'une loi d'exception. Voilà. La loi d'exception veut que l'on arrête d'être dehors, socialisé à l'extérieur, et même limite les socialisations à l'intérieur, pas plus de 6 personnes à l'intérieur, et qu'en fait, il est 2 heures du matin, et quand même, alors, de 21 heures jusqu'à 2 heures du matin, ça fait quand même 5 heures. Et des gens sont dehors sans raison, autre que celle de leur bon vouloir. Moi, personnellement, moi, et toi qui viens me voir, évidemment, clandestinement, nous, on est obligé. On est obligé, et toi, tu es obligé de faire attention. Vraiment, vraiment. Tu le fais en ayant quand même un grand souci. Alors que ces gens qu'on vient d'entendre n'avaient pas le souci. Ils étaient là, puis tranquilles, comme un samedi normal. Or, on n'est pas dans des conditions normales. On est dans les conditions d'exception. Donc, tout ce qui est la vie normale est suspendu. Pourtant, voilà, tu n'aurais pas été capable, je sais pas, d'être à l'aise, d'être dehors sans avoir peur, d'être puni pour cela, d'être voilà, donc les consignes qui s'appliquent à tout le monde, ben, certains ne arrivent à ne pas ne les subissent pas, refusent de les subir. Un degré j'allais dire, une différence de nature quelque part. Une nature rebelle et une nature
et une nature obéissante, soumise même, soumise. Mais qui c'est qui parle? C'est toi, c'est moi? La confusion, la confusion des langues, on est dans un Babel un peu particulier. Ça va tomber, ça va finir, ça va mal finir. La tour de Babel va s'effondrer sur elle-même. On ne peut pas. D'ailleurs, à force, moi, force d'aller un peu provoquer Dieu, et sûrement à un moment il va se retourner et il va m'envoyer un petit signe, il va me montrer à quel point il est puissant, à quel point il faut. Mais j'ai pas peur. Je peux pas avoir peur. Je peux pas avoir peur de quelqu'un qui est mort. Je peux pas avoir peur de quelqu'un que j'ai jamais rencontré. Je peux pas. Mon imagination ne va pas jusque-là. Je peux pas. Je peux pas avoir peur d'un châtiment d'une nature surnaturelle. Il n'y a pas moyen. Je continue dans la provocation. Ben, il me reste que ça. C'est dans la provocation que j'ai, quelque part, j'ai l'impression de créer quelque chose. Sinon, je ne fais que me reprendre. Quand je ne reprends pas d'autres personnes sous une forme ou une autre. Voilà, j'essaie de provoquer Dieu d'une manière originale, ma manière à moi, celle à laquelle j'ai abouti après tout un parcours de provocation et de, voilà, allez, montre-moi, allez, un petit signe, allez, foudre-moi. Là, c'est Zeus, hein, évidemment. Mais bon, ça, cette histoire qui m'a échappé à la religion grecque, le panthéon grec, il y avait cette question que je n'arrivais pas, à laquelle je n'avais pas pensé. Et donc, mon examinatrice voulait que je dise une chose essentielle. C'était que les dieux grecs ont une vie un peu semblable à celle des hommes. Quelque part, ils sont, comment on peut dire ça? Je sais pas comment elle me l'avait dit, mais ben, ils ont des désirs, ils ont des relations entre eux, ils aiment, ils détestent, ils sont rancuniers, il y a une hiérarchie, il y a ceci, il y a cela. Oui, ils sont un peu à l'image des hommes. Je veux dire, inverser les hommes à l'image des dieux, mais comme ce sont les hommes qui ont créé les dieux, et non pas l'inverse, c'est ça. Donc les dieux grecs sont à l'image des Grecs eux-mêmes, querelleurs, peut-être un peu mesquins, peut-être un peu pas vraiment dignes d'être, pas très vertueux, pas très ceci, pas très cela. On peut aller longtemps. Voilà, tu recommences, tu recommences. C'est ton péché mignon, c'est mon péché tout court, pas un péché d'orgueil. Je trouve quand même un peu pour provoquer Dieu, faut monter d'un, faut monter d'un grade, il faut essayer.
On peut pas provoquer Dieu avec des mots aussi peu conséquents. Il faut s'élever un peu. Ah, il faut suer. Faut faire beaucoup d'efforts pour essayer de trouver un angle d'attaque, un bon angle d'attaque, quoi, quand même. C'est Dieu, après tout, hein, quand même. Ou les dieux, c'est pas rien. Tu peux pas dire à Dieu des choses que tu peux pas reprocher aux dieux des choses que tu peux reprocher aux hommes. Pas possible. C'est pas la même catégorie. Tu peux pas dire à Dieu, ouais, toujours, ouais, pourquoi. Est-ce que c'est une question qu'on doit poser à un Dieu? Est-ce que Dieu, il est concerné par l'idée du pourquoi, du comment, etc. Et c'est une question qu'on peut poser à soi-même, à son père, à sa mère, à son frère, à quelqu'un, à un autre humain, mais c'est tout. Pourquoi? Oui, pourquoi dans un monde dans lequel on est tous un peu interconnectés, interdépendants, oui, là, un acte, ben, ça entraîne des conséquences sur la vie des autres, voilà. Une phrase qu'une personne va dire, ben, finalement, va provoquer des réactions, et quelquefois des réactions pas du tout agréables, voilà. Pourquoi? Tu m'as reproché telle chose, pourquoi? Tu m'as un petit peu, tu m'as un petit peu poignardé dans le cœur en me disant que j'ai pas de valeur dans un domaine. Ben, finalement, certains domaines, je ne vaux rien. Moi qui pensais que j'avais un petit quelque chose, que je valais un peu, quel- je valais un peu. Là, tu me dis que je ne vaux rien. Ben, désolé, mais je vois pas pourquoi tu m'as fait ce cadeau empoisonné, là, cette révélation inutile. Alors, donc, on est là, simplement un peu compliqué. Toujours cette histoire des conversations de la nuit. J'avais préparé, mais c'était il y a 3 jours. On a mis des choses de côté. On se dit, tiens, ah, mais tiens, je pourrais parler à Michel Galabru. Michel Galabru dans la gueule me faisait penser à celle de mon grand-père maternel. Mon grand-père maternel est mort, Galabru est mort. Ils sont pas morts le même jour, ni la même année, mais ils sont morts tous les deux. Et Galabru, j'ai pas connu Galabru comme j'ai pas connu mon grand-père. Pourquoi? J'ai jamais été face à Galabru, mais j'ai été face à mon grand-père. Mais je suis pas allé vers lui pour lui demander de me parler de lui, de sa vie. Apparemment, c'était pas un grand-père très exemplaire, hein. Il a fait beaucoup de mal. Mais moi, en partie, je l'ai vu vieillissant, affaibli. Oui, il avait perdu de sa superbe, il n'était plus le maître. Il était un peu, un peu moins en puissance. Oui, il avait suivi son désir, ses idées à lui. Il a imposé ses choix à d'autres. C'est fou à quel point on ne connaît pas les êtres qui sont censés être les plus proches de vous. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ne connaît pas? Pourquoi est-ce qu'on laisse les gens partir comme ça, avec leurs secrets, leur histoire, leur vie?
Il pourrait nous raconter tellement de choses, alimenter un peu, combler un peu ce vide que l'on ressent. Oui, toutes ces informations sont bonnes à prendre. J'aurais été fier. Fier, non, j'aurais été, ouais, de savoir des choses. Je sais des choses, mais elles constituent pas quelque chose de complet. C'est fragmentaire. Encore cette histoire de fragments. Ben oui. À un moment, le fragment, c'est une figure intéressante. Un fragment de désir. Quelqu'un pourrait parler de désir fragmenté. Alors, un peu comme la chose qu'on a un peu débité en 1000 morceaux. Chose légère. Et chaque morceau va partir dans une direction. Comme on voit un peu son désir, un peu s'en aller et ne plus vous appartenir. Ou alors on pourrait dire c'est désir comme une réalité, et puis une réalité presque trans, comme une réalité presque qui met une réalité sans corps, sans une réalité diaphane, une réalité tellement légère, tellement peu consistante que l'on ne peut pas, que l'on a du mal à croire en sa réalité, justement. Une réalité très diminuée, très infra quelque chose. Oui, j'ai eu des fragments de désir. Comment faire la différence entre le désir et ce qui peut-être n'est pas de l'ordre du désir? Je te désire pas, j'ai plus comme ce corps qui n'avait pas d'odeur pour moi, que finalement j'ai je lui ai procuré ce qu'il fallait pour qu'il ait une odeur. Et son odeur est devenue une forme, comment dire, quand je sentais, je l'identifiais à l'odeur qu'il avait. Mais un corps n'est pas que l'odeur qu'il dégage, surtout quand cette odeur n'est pas la sienne. Qu'est-ce que je désirais? Le corps ou le parfum ou les deux en même temps? Ou c'était juste, je me persuadais que j'avais un désir pour ce corps, alors qu'en fait je n'en avais pas. Est-ce que le besoin que j'avais de ce corps, c'était du désir ou c'était autre chose? Pour répondre à un désir ou c'était autre chose? Comme on peut avoir besoin d'une présence un peu rapprochée. Quelqu'un qui a un haut degré de souci pour vous, vraiment, qui tient à votre salut, à votre intégrité. Ouais. Je vois que, oui, ben, tu vois, qu'est-ce que tu vois? Ben, je vois que tu reviens tout doucement sur les relations que tu as eues. Tu essaies de t'en sortir au mieux possible. Au lieu d'avouer, ouais, voilà, j'ai échoué, tu essaies de t'en sortir avec les honneurs. Ben ouais, pourquoi pas? Est-ce que j'ai réussi? Est-ce que j'ai réussi bien ou pas? L'impression de réussir un peu quand même. C'est vrai.
qu'est-ce que j'ai aimé chez les gens que j'ai aimés? Était-ce ce qu'on appelle communément de l'amour? Était juste de l'autosuggestion? Je sais pas. Peut-être j'étais victime d'une sorte d'auto d'auto-hypnose. Je me persuadais que, voilà, que j'avais besoin de cette personne. C'est comme ça. C'est vrai, comme aujourd'hui, je peux me persuader que j'ai besoin des gens, alors qu'en fait, j'en en ai pas besoin. Je n'ai absolument pas besoin des gens, puisque je sais par avance qu'ils ne vont me décevoir et rajouter à ma déception déjà bien effective. J'aime pas les gens, ou je les aime. Je les aime pas, qu'est-ce que ça change? C'est vrai que quelquefois, on trouve que quelqu'un exprime les choses mieux que soi-même. On trouve pas. On trouve ça pas chez les gens qu'on a fréquentés et qu'on pourrait fréquenter. C'est, faut pas compter là-dessus, mais on trouve ça chez quelqu'un qui pratique l'art de la rédaction, l'art de la mise en forme des mots, l'art de l'arrangement. Et quand il s'agit des gens qu'on a fréquentés, c'est rare. C'est marrant parce que une personne, à un moment donné, m'a dit, je sais pas ce que j'ai dit, puis elle a répondu, j'ai vécu. J'ai vécu. Ça me fait rire, puisqu'à l'époque, elle était vraiment très jeune. Là, on peut dire, maintenant, 35 ans après, oui, elle a vécu. Là, on peut dire. Encore que, bon, à 60 ans et quelques, c'est pas avoir beaucoup vécu non plus, hein. Mais à 25 ans, 26 ans, on peut dire, j'ai vécu. Qu'est-ce que tu as vécu? Mais on est là, on reste là, on est tout à fait ébahi, vraiment ravi d'entendre ça et en même temps un peu sous le choc. Qu'est-ce que c'est bien trouvé? J'ai vécu. Est-ce qu'on vit réellement? Est-ce qu'on croit qu'on vit? Est-ce qu'on peut dire que l'on a appris quelque chose? Ou est-ce que c'est sans fin, l'apprentissage? En fait, là, quand on dit une chose un peu comme une sorte de conclusion, ben finalement, cette conclusion, elle n'est valable que le temps de son émission. Mais après, faut la, faut la faire dégager. Il faut toujours contextualiser une conclusion en fonction du moment, du milieu, les conditions personnelles, les conditions subjectives, objectives, etc. Et comme tout cela change, évidemment, toute conclusion est amenée à être, à être relativisée, à être mise de côté. Ouais, c'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Alors, vous voyez, on n'a rien à dire. On essaie quand même de dire quelque chose. On se raccroche au wagon un peu qu'on trouve, quoi. On monte dedans, peu importe. Ça sent pas bon, c'est le wagon à bestiaux, mais c'est pas grave. Le confort est inexistant, puis c'est un train de marchandises, alors vraiment, ça secoue pas mal et tout et tout.
Mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'avancer. D'avancer vers quoi? Ah, j'en sais rien. On avance parce qu'on n'a pas le choix. On avance parce qu'on est poussé à avancer, forcé à avancer. Tu vois, troisième personnage, là tu vois, voilà l'ambiance, une ambiance un peu cafardeuse hein, quand même. Et ça laisse pas beaucoup de marge à l'espoir. Hein. Ben oui, quand je dis les mots de la fin des mots, hein, c'est à un moment donné, les mots sont là pour, euh, pour conclure, pour dire que c'est fini, que ce n'est plus la peine d'attendre, d'espérer, d'envisager une quelconque modification, amélioration, encore moins. Oui, la modification, Butor, que je n'ai pas lu, mais ce n'est pas grave. Alors, tiens, je vais vous raconter une chose qui m'est arrivée. Mais là, c'est un peu un cadeau, si l'on peut parler ainsi. Un cadeau de la nature. Le gecko, un gecko, le gecko, ben oui, un gecko que j'ai trouvé sur le rebord de la fenêtre, voilà. En déplacement des jardinières. Un gecko a sauté, évidemment, surpris, il devait dormir, etc. Le jour, ça dort. Et donc, il a sauté, sursauté, sauté en même temps. Et j'ai découvert que j'avais un gecko qui, euh, qui résidait sur le rebord de ma fenêtre. Depuis combien de temps? Le gecko était noir, était assez gros quand même. C'était pas un bébé. Moi, je connais les geckos, je connais un peu les. Celui-là, il était quand même plat et assez large. Il y a des geckos que j'ai connus qui étaient mimétiques avec les murs chez mes parents, murs couleur sable, un peu vraiment des murs un peu euh, blanchis à la chaux, mais qui par moments la chaux s'est décollée, donc c'était assez mimétique, c'était vraiment, il fallait les voir. Et enfant, on les voyait, on tombait sur eux, on les tuait, je sais pas pourquoi, je sais pas combien on en a tué, mais quelques années après, marchant le soir, tard le soir, dans le, dans la maison des parents, je tombe sur des geckos, juvéniles, comme ça, qui montaient les escaliers. Pour dire qu'en fait, ils sont descendus de la terrasse, ils sont maintenant dans la maison. Parce que il n'y a plus de menace, quoi. Quand on était petit, ils restaient toujours le plus loin possible et malgré ça, on arrivait à les prendre. Mais un gecko, maintenant, sur le bord de la fenêtre, c'était un événement. Et j'ai découvert que, en lisant comme ça, qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ont fait cette rencontre avec les geckos dans la ville où je suis, que finalement, c'est pas tellement rare. N'empêche, je me rappelle cette histoire, quand ils ont refait les digues, je me suis dit, non seulement ils vont arracher des plantes qui sont là depuis des années, mais surtout qu'ils vont un peu tuer et combler tous les trous, tuer un peu, chasser, tuer, blesser tous les reptiles qu'il y avait qui résidaient dans les trous des, des, des digues.
ancienne, depuis des générations, de reptiles. Et que donc, j'aurais pu faire appel à la sauvegarde, à la protection des reptiles, des digues de la Garonne à Toulouse, évidemment. Les digues ont été refaites, il n'y a plus de trous, ni pour les plantes, ni pour les lézards. Le lieu est devenu vachement plus fréquenté. C'est plus aussi isolé qu'auparavant. À l'époque où je voyais miroiter les lézards au soleil, vraiment en fonction du rayon, l'inclinaison, enfin, et on voit ces choses-là apparaître comme des petits reflets de pierres précieuses. C'est vraiment toujours très intéressant. Et donc, on voyait plein de lézards. Après, la ville ne nous appartient pas. Après, il y a des êtres qui viennent cohabiter avec nous. Certains, on les aime pas, d'autres, on est ravis de les accueillir, ils nous surprennent, même si par ailleurs, les perruches, les grandes perruches n'étaient pas du tout les bienvenues. Je sais pas ce qu'il en est devenu. Voilà une petite chose que j'avais envie de vous apprendre. Voilà, donc, je sais pas si tu as fait ce type de rencontre du troisième type, et du quatrième type, même du cinquième même, rencontrer un gecko à Toulouse, sur le rebord de sa fenêtre, non pas dans un jardin, mais sur le rebord de sa fenêtre. Et tout cela vient en partie parce qu'on a réparé la lampe. L'éclairage de rue, on a réparé cet éclairage qui est resté infonctionnel pendant plus d'1 an, et donc maintenant on trouve plein d'insectes. Donc, à défaut d'avoir des chauves-souris, on a un gecko qui doit quand même se nourrir la nuit avec, et évidemment, les insectes. Ils sont tout petits, donc il faut qu'ils en consomment une quantité astronomique pour pouvoir évidemment euh, se maintenir en vie. Donc, mais celui-là, il avait l'air gros. Alors, est-ce que c'était une, une femelle qui peut-être qui était pleine d'œufs? J'en sais rien. En tout cas, c'est comme ça. Il était plat et gros et large, alors que ceux que j'avais connus ailleurs, ils étaient plutôt fins, plutôt plus fins, évidemment, couleur muraille. Et voilà, donc, t'as raconté ça pourquoi? Bah évidemment, quand j'ai rencontré le gecko, enfin, entreaperçu le gecko, ça a été, je me dis, tiens, j'ai eu droit à un cadeau inespéré de, de je sais pas qui. Et puis finalement, quand j'ai lu, je me suis rendu compte que je suis pas le seul à avoir eu droit à ce type de présent. Donc je suis pas vraiment privilégié, quoi. C'est un phénomène assez commun dans la ville. Mais quand même, sur le rebord d'une fenêtre, j'insiste. Alors parler quand on n'a pas parlé depuis un moment, c'est toujours très compliqué. Tout le monde parle, tout le monde chatte, tout le monde verbalise, sauf certains, évidemment.
Certains sont empêchés de, de prendre part à la conversation universelle. Alors on trouve des moyens de contourner cela. C'est marrant d'entendre le retour des gens. Ça fait plaisir en même temps, ça passe un peu moins. On sait que les gens vont revenir bruyants, que ce seront des jeunes, principalement, qui seront les maîtres de la nuit. Ouais, que la vie va redevenir pareille. Il n'y aura pas de, il y aura pas de changement. C'est quand même un peu décevant. On n'aura rien appris, on n'aura rien changé à nos habitudes, on n'aura rien changé à notre façon d'avoir rapport à nos semblables. Voilà. Donc, simplement, il, il me manque des choses. Est-ce que ça vous manque à vous aussi? Ben, moi, j'ai ma vie, elle dépend pas des autres. Moi, j'ai mon rituel, j'ai mes habitudes, mais toi, apparemment, t'as besoin des gens. C'est vrai que des fois, je me dis, tiens, est-ce une affaire, c'est un problème, je suis trop sélectif, je suis trop exigeant, est-ce que c'est un problème de qualité ou c'est un problème de quantité? Moi, je dirais que je n'ai ni l'un ni l'autre, ni la quantité, ni la qualité. Alors, le changement de paradigme voudrait qu'en fait, quand on a vécu longtemps avec des paradigmes classiques, genre, oui, il y a un devoir de mémoire, un devoir de ceci, de garder le lien. Il y a eu de ma part certaines choses, donc il devrait y avoir des retours. Il faut savoir se débarrasser de ces paradigmes-là. Ils sont devenus pesants, ils sont devenus inutiles. Inutile de continuer de... Donc en même temps, quand on renonce à cela, à ces principes, à ces fondamentaux, on relance aussi à s'en sentir membre de cette espèce. C'est vrai que j'ai réagi en apprenant l'immolation de cette personne que je ne connais pas, que je, mais, mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là. J'ai appris que des Kurdes ont été victimes de propos xénophobes dans un pays du nord de l'Europe. Elle me dit, tiens, là, pour une fois, il y a un pays qui ne fait pas de distinction, pour qui les Kurdes ne sont pas des Aryens, ne sont pas des gens à part, mais qui sont des basanés comme tout le monde, comme tous les basanés, voilà. Même si peut-être les Kurdes sont plus basanés que les Syriens, mais les Syriens sont considérés comme des basanés, et non pas comme des clairs de peau. C'est assez extraordinaire à quel point les Syriens sont clairs de peau et à quel point on les considère comme des basanés. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette histoire. Mais après, il y a un moment où les choses, vous essayez de plus y penser. À quoi bon se battre contre des choses qui refusent même de se battre avec vous. Ils n'engagent pas la bataille avec vous. Vous,
vous paradez, vous faites des démonstrations tout seul, vous répliquez, vous appelez, vous provoquez, mais il n'y a rien à faire. Ça vous plaît? Ça vous plaît de vous, comment dire, de vous exhiber ainsi, de vous agiter? Ça vous plaît de vous agiter, alors continuez de le faire. Mais nous, on ne se sent pas concernés. On ne viendra pas se battre avec vous. Car se battre avec vous, quelque part, d'une certaine façon, voudra dire que vous considère comme, peut-être, comme nos égaux. C'est là le problème. On ne se bat pas avec un inférieur. On l'écrase de sa morgue, de son mépris. Il faut mépriser les bas, les, les bas de classe, les sans grade, ceux venus dehors, ceux venus de pays dits barbares, pays dits pas civilisés, pays dits pas développés, dits pas barbares. T'es un barbare? Non, pas moi. Je suis pas un barbare. Je suis pas un civilisé non plus. J'entre pas dans ces catégories-là, dans ces polarités-là. Je suis ni barbare ni civilisé, moi. Oui, t'as raison. C'était des catégories valables à un moment donné, mais après. Ah, quand même, il y a le limes. Le Schengen, c'est un limes. Une nouvelle manière. T'as raison. D'ailleurs, je suis content que tu aies trouvé le mot limes. Parce que, ça nous fait voyager. Ça nous fait voyager à l'époque. À l'époque de l'apprentissage. Oui, c'est barbare. Barbare. Pourquoi ça continue d'être utile et significatif et symboliquement, comment dire, le symbole d'une mise à l'écart du groupe, des groupes appelés ainsi ou ostraciés de cette façon, les barbares. Les barbares sont là, sont parmi nous, les barbares sont à nos frontières, les barbares, la barbarie, les barbares, c'est normal, les barbares font de la barbarie, font des actes barbares, barbares d'une barbarité sans limite. Ils sont passés maîtres de la barbarie ou dans la barbarité. Ils sont tellement barbares qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas moyen de, de leur faire changer d'avis, quoi. C'est dans leur constitution, c'est dans leur. Ils ont un sang barbare, ils ont un look barbare, ils ont un type barbare, ils ont un parler barbare. Ils sont barbares tout court. Hein. Ils sont barbares en essence, dans leur essence et dans leur être le plus profond. C'est des barbares. Ils ne changeront pas. Ils ont hérité cela. C'est dans leur gène, c'est dans leur. Alors, j'essaie de continuer pour arriver à 1h30. Voici donc un peu de posture, un peu d'imposture même dans le domaine des mots. Essayer de s'accompagner un peu avec des propos assez comme ça, grandiloquents, de faire appel à des catégories assez, comment dire, assez valorisantes, même quand il s'agit de parler de dévalorisation ou de délégitimation.
N'empêche que on sait que ça opère, que ça fait de l'effet de parler de ça, que ça oblige à se déterminer. On est barbare, on l'est pas, on est pro-barbare, on est anti-barbare, on est ceci ou cela. Et on peut pas ne pas prendre position. On ne peut pas ne pas prendre conscience du danger que constitue le barbare. Le barbare, il vient, voilà, il faut se polir, donc je m'arrête là. C'est un peu compliqué de réussir à mener une conversation comme ça. Alors c'est la fin de cette conversation un peu spéciale, un peu particulière. Mais l'essentiel est qu'elle ait eu lieu. Après, sa qualité, son intérêt, c'est une chose, ce sont des choses accessoires et non point d'importance. À bientôt.